Dans cette capsule, nous allons voir ce qu'est la force électromotrice et ça va nous conduire tranquillement vers l'étude de la pile électrique. On vous dit, nous avons une source de force électromotrice lorsqu'un dispositif, peu importe lequel, va convertir en une énergie électrique toute autre forme d'énergie. On peut penser par exemple au générateur. Quand on prend par exemple de l'énergie gravitationnelle et qu'on convertit cette énergie-là en une énergie électrique, on est en présence d'une source de force électromotrice. Une pile va convertir de l'énergie chimique en une forme d'énergie électrique. Donc, on est en présence aussi d'une source de force électromotrice. Un dynamo. Donc, quand on fait tourner avec la roue de bicyclette, par exemple, un alternateur, ça va faire en sorte de produire un courant. On va être en présence aussi d'une source de force électromotrice. On vous dit la force électromotrice, qu'on appelle communément la FEM, correspond au travail par unité de charge que la source va effectuer. Il faut faire attention ici, le terme force électromotrice peut porter à confusion parce que le concept lui-même de force électromotrice n'est pas celui d'une force, mais plutôt celui d'une quantité d'énergie par unité de charge. On l'appelle quand même force électromotrice. Souvent, on va mettre FEM, mais dites-vous que c'est de l'énergie par unité de charge et on sait que de l'énergie par unité de charge, ça devrait nous donner des volts. Donc, ce sont des joules par coulomb qui sont des volts. Par définition, la force électromotrice va être représentée par un symbole qui est un E-script, comme vous voyez à l'écran. Et ça va être égal au travail qui va être effectué par quantité de charge qu'on va avoir. On l'appelle la FEM et ces unités, ce sont des volts. Regardons de plus près une batterie d'automobile qui est une source de force électromotrice, comme on vient juste de voir. On va regarder la réaction chimique qui va se produire à l'intérieur d'une cellule de batterie acide-plomb, donc les batteries d'automobile classiques. De quoi va être fait notre batterie acide-plomb? On va avoir une électrode de plomb. Si vous regardez à gauche, l'électrode grise, c'est du plomb. Et de l'autre côté, ça va être une électrode d'oxyde de plomb, du PbO2. Et ces deux électrodes vont être trempées dans une solution où il va y avoir des H+ en solution et des SO4 2-. À partir de cet acide qui est en solution, on appelle de l'acide sulfurique, on va regarder quelles réactions chimiques vont se produire sur chacune des électrodes. Et on va voir comment c'est possible par la suite de pouvoir produire une différence de potentiel aux bornes de ces deux électrodes-là. Donc, la réaction chimique sur la première électrode, on va avoir le plomb de l'électrode elle-même, plus du SO4 2- qui est en solution dans l'acide. Ça va donner du PbSO4 et on va avoir un surplus de 2 électrons. Donc, voyez-vous, si je prends le plomb et que j'amène un SO4 ici, ça va devenir du PbSO4, mais il va me rester un surplus de 2 électrons que je vais pouvoir utiliser par la suite. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va se produire sur l'autre électrode. On voit ici que l'électrode de plomb va devenir chargée négativement à cause du surplus de 2 électrons qu'on va avoir. Alors, on va maintenant sur l'autre électrode. La réaction qu'on va avoir, ça va être du PbO2, qui est le composant de notre électrode, plus on va aller chercher 4H+ de notre solution d'acide, plus un SO4 2-. Et ça va donner du PbSO4. Mais le PbSO4, il va lui manquer 2 électrons. C'est pour ça que j'ai rajouté au bout le moins 2 électrons. Et il va avoir aussi formation d'eau. Finalement, si je prends le PbO2, je lui apporte 4H+, comme ça, plus un SO4 2-. On voit que parmi les 4+ qu'on avait, avec les 2- amenés par les SO4, ça va me donner un surplus finalement de 2 charges positives. Bien, un surplus de 2 charges positives, c'est comme un manque d'électrons, tout simplement, qu'on va avoir de ce côté-là. Donc, si je le fais disparaître, je le remplace par du PbSO4 avec tout simplement le manque de 2 électrons que je représente par 2 charges positives. Donc, on voit que cette électrode-ci va être chargée positivement. Si je branchais les 2 électrodes par un fil, bien, les 2 électrons que j'ai sur l'électrode de plomb vont vouloir traverser pour aller combler le vide, le manque d'électrons que j'ai sur l'électrode de PbO2. Donc, c'est comme ça que la pile plomb-acide va fonctionner.
Mais on voit qu'à mesure qu'on va faire la réaction chimique, on voit qu'il y a du PbSO4 qui va venir se former sur mon électrode de plomb et aussi sur mon électrode de PbO2. Tranquillement, pas vite, les réactions vont devenir de moins en moins efficaces parce que je vais avoir de moins en moins d'acide et de plus en plus de PbSO4 sur les électrodes. La façon dont on va pouvoir finalement recharger la pile, ça va être de faire la réaction inverse. Et pour faire la réaction inverse, on va le voir plus tard, on va tout simplement faire passer un courant en sens inverse pour redéfaire la réaction chimique. Et à ce moment-là, on va refaire de l'acide à partir du PbSO4 qu'on a sur nos électrodes. Et nos électrodes vont se reformer en plomb et en oxyde de plomb comme c'était au départ. La différence de potentiel qu'il va y avoir aux bornes de mes deux électrodes, avec cette réaction-là, ça va être autour de 2,05 volts. On va avoir 2,05 volts de créé entre deux électrodes comme ça. Si je veux faire une pile 12 volts, on met tout simplement 6 de paires d'électrodes pour être capable de faire le 12 volts qu'on a besoin. Et on a vu aussi apparaître, il y a de l'eau dans la deuxième réaction qui apparaît suite à la réaction qui se produit sur la deuxième électrode. On va maintenant faire la distinction entre une pile réelle versus une pile idéale. On va le voir, là, une pile idéale, ça n'existera pas. Ça va être une approximation, en fait, qu'on va faire quand on va vouloir la considérer comme étant idéale. On vous dit, lorsqu'un courant est produit par la source, une partie de l'énergie fournie est dissipée sous forme de chaleur pendant le processus de production. Pendant le processus chimique qui va se produire, il y a une perte de l'énergie qui va s'en aller sous forme de chaleur. Il y a une partie de l'énergie qui sert finalement à créer notre force électromotrice, mais le reste va être perdu sous forme de chaleur. Cette perte d'énergie peut être associée à une résistance interne. On va dire souvent que ça va être la résistance interne d'une pile. En réalité, il va toujours y avoir une résistance interne plus ou moins importante. Donc, quand on va parler de pile réelle, c'est qu'on va tenir compte de cette résistance interne, alors que quand on va parler de pile idéale, on n'en tiendra tout simplement pas compte. Si on veut représenter schématiquement la pile au complet, on va avoir le symbole pour la force électromotrice E qui va produire une différence de potentiel, qui est la différence de potentiel, si on veut, de la pile quand il n'y aura pas de courant qui va circuler. Ça, on va en reparler. Mais s'il y a un courant qui circule à cause de la résistance interne, on va avoir tout simplement une perte d'énergie. Donc, si on partait de la droite pour s'en aller vers la gauche, on se rend compte que je vais avoir une différence de potentiel petit RI. Le petit R est réservé pour la résistance interne de la pile. Une petite perte d'énergie par unité de charge qui va être égale à RI, donc delta V égale à RI. Et ensuite, on a le gain dû à la force électromotrice que produit notre pile. Donc, finalement, la différence de potentiel aux bornes de la pile réelle va être égale à la force électromotrice moins la perte qui est tout simplement RI due à la résistance interne. Quand on prend la différence de potentiel aux bornes d'une pile, on voit que ça va être égal à une force électromotrice qui est une constante moins la résistance interne qui est aussi une constante fois le courant qui va passer. S'il n'y a pas de courant qui passe, donc si la pile est branchée à rien, on voit que le courant va être nul. À ce moment-là, delta V au bord de la pile est exactement égal à sa force électromotrice. Par contre, dès qu'il y a du courant qui circule, mettons je prends la pile et je branche une lumière dessus, il y a un courant qui circule, à ce moment-là, sa différence de potentiel va chuter, elle va baisser, proportionnellement, si on veut, à sa résistance interne. Donc si je prends une batterie d'automobile, j'arrive avec un voltmètre, sa différence de potentiel va être égale à sa force électromotrice. Mais dès que je la branche et que je l'utilise à autre chose, automatiquement, la différence de potentiel à ces bornes va baisser. Donc, elle va baisser comment? Si on essayait de voir la différence de potentiel en fonction du courant, quel graphique ça va donner, ça? Ma variable Y, c'est comme le delta V. Ma variable X, c'est le courant. Donc, ce qui vient juste en avant, on voit que c'est moins R, mais ça va devenir la pente. Et la force électromotrice E va tout simplement devenir l'ordonnée à l'origine. Donc, on voit que le graphique qu'on va obtenir va être de la forme Y égale mx plus B, dont la pente va être égale à moins R, et dont l'ordonnée à l'origine va être égale à la force électromotrice.
On voit très bien que quand il n'y a pas de courant qui circule, le delta V aux bornes de la pile est égal à la force électromotrice et qu'à mesure que le courant augmente, la différence de potentiel au bord de la pile va diminuer constamment là, à cause de la résistance interne. C'est sûr que la pente n'est pas très grande. Là, sur mon dessin, c'est même peut-être exagéré parce que la résistance interne, elle est très petite, mais il y a quand même une perte. Par exemple, si vous achetez une pile 1,5 volts, habituellement, le fabricant va s'organiser pour que la valeur de la tension à ses bornes, quand elle n'est pas branchée à quelque chose, va être plus élevée que 1,5, de telle sorte que quand on va l'utiliser, ça chute autour de 1,5, qui est la valeur qui est inscrite dessus. Quand il n'y a pas de courant, là, si on va directement mesurer la différence de potentiel aux bornes d'une pile 1,5 volts, ça se peut que ça donne 1,6 volts. Et quand on va l'utiliser, ça va baisser à 1,5 volts, par exemple. Comment on fait pour recharger une pile réelle? L'idée qu'on a dit tantôt, c'est de faire passer un courant en sens inverse dans la pile. Lorsqu'un courant circule dans la pile en sens inverse, le processus chimique s'inverse, permettant aux électrodes et à la solution acide de retrouver peu à peu leur état initial. Donc, si je redessine la pile et que je fais passer le courant dans l'autre sens, par rapport à tantôt, le courant a été inversé. Si j'étais capable de produire un courant qui va s'en aller dans cette direction-là, la pile va se recharger, l'acide va se refaire et les électrodes plomb et oxyde de plomb vont se reformer aussi. Comment on pourrait faire pour faire passer un courant en sens inverse? Eh bien, je pourrais utiliser une autre pile que je vais dire brancher, une pile forte qui est déjà rechargée, que je vais dire brancher avec celle-là. En branchant le plus sur le plus et le moins sur le moins, avec l'autre pile, comme ça, le plus sur le plus, le moins sur le moins, ça va faire en sorte qu'il y a un courant qui va sortir de la pile qui est en dessous, qui est forte, et qui va s'en aller dans la pile du dessus, qui est celle qui est à recharger. À ce moment-là, si on regardait la différence de potentiel pendant la charge que j'ai aux bornes de la pile qui est à recharger, bien, la différence de potentiel à ces bornes va être égale à E, la force électromotrice, plus RI. Au lieu d'être moins RI, maintenant, on va avoir plus RI. Si vous avez une pile 1,5 volts qui est rendue, quand vous l'utilisez, à des valeurs beaucoup plus petites, vous voulez la recharger, bien, automatiquement, quand vous allez la brancher une autre pile, elle va prendre une valeur plus grande que sa force électromotrice.